Bonjour à tous, c'est Dumbuji pour Squash FM. On se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite cette semaine au Liacouras Center à Philadelphie, en Pennsylvanie, devant un petit peu plus de 3800 spectateurs. Et on ouvre le show avec Kevin Knight. On est post-Double or Nothing, donc avec pas mal de choses qui sont passées, dont le heel turn de Kevin Knight sur Darby Allin. Knight qui va se justifier en disant que voilà, lui, il en veut à Darby de l'avoir laissé tomber en perdant contre MJF, que voilà, lui, il a un programme. Il avait prévu de devenir champion du monde. Maintenant que Darby a perdu, eh ben, il va pas pouvoir avoir son shot comme c'était prévu au titre mondial. Normalement, il devait lui en donner un. MJF, il en donne pas aussi facilement que Darby, donc ça freine les plans de Kevin Knight. Et bon, bah, il a plus le temps d'attendre le Jet. Et du coup, évidemment, c'est Speedball Mike Bailey qui va venir lui dire que bah, il comprend l'ambition de Kevin Knight. S'ils fonctionnent tous les deux aussi bien, c'est parce que bah, ils sont tous les deux ambitieux, qu'ils veulent tous les deux être meilleurs l'un que l'autre. Et donc, Mike Bailey veut lui proposer tout simplement, bah, excuse-toi, Kevin. On se serre la main, tu t'excuses et on repart à nouveau en équipe et on fait comme si rien ne s'était passé. Mais Kevin Knight va refuser la poignée de main de Mike Bailey. Il va attaquer notamment Kamura Nagi qui ressemblait pas mal à un Rock Bottom. J'imagine que c'est pour ajouter une nouvelle arme à son arsenal parce qu'il ne semble pas l'avoir vu le porter. Euh, Pourquoi pas? Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent là-dedans. En tout cas, forcément, on va se diriger très prochainement vers un Kevin Knight contre Mike Bailey. C'est un match qu'on attendait depuis un moment. Donc, ouais, je suis curieux de le voir parce que c'est deux bons catcheurs et quand c'est des anciens partenaires, ça fait toujours plaisir. En plus, je pense qu'ils vont avoir une bonne alchimie. Donc, je suis très pressé de voir le match là. Pour le coup, le match là, je suis vraiment hypé. En plus, c'est rare qu'Olite fasse des angles comme ça, fasse des turns un petit peu impromptus. Qui sont pas dans le cadre par exemple d'un retour d'un catcheur, etc., où il y a une cassure, quelque chose. Là, ça s'est fait normal, ça s'est fait d'un coup, c'est un peu brusque, même s'il y avait des théories, etc. Je pense qu'ils ont un peu suivi une vibe internet en disant tiens, il y a peut-être un truc à faire. Donc ouais, c'est intéressant, j'aime bien ce qui est fait avec ce Kevin Knight. Je suis curieux de voir la suite. Chris Jericho contre Ricochet. Il y a une volonté quand même de rendre le match assez intéressant assez vite avec Ricochet qui va s'en prendre à Jericho rapidement dans le match. Le match va se déplacer rapidement en dehors du ring avec notamment un Walls of Jericho sur la table des commentateurs, là, comme vous pouvez le voir sur l'image. Le match est un peu meilleur que ce à quoi moi je m'attendais, mais ça reste pas fantastique non plus. Ricochet fait une belle performance quand il se met à dominer le match, en tentant dans un premier temps de l'emporter par décompte à l'extérieur. J'ai bien aimé, voilà, dans un premier temps, il veut l'emporter par décompte. Jericho se relève un peu vite à son goût, donc il fait un topé suicida. Au final, il retourne dans le ring, il demande le décompte extérieur. Jericho finit quand même par casser le compte. Mais alors qu'Aubrey Edwards, Aldo tourné, Ricochet vont enchaîner un low blow, puis son Rico saute, sa version modifiée du Lion saute, pour un compte de 2 seulement. Finalement, Jericho va reprendre le dessus en esquivant un Phoenix Splash de Ricochet. Il va placer son Judas Effect pour son propre Lion saute pour un compte de 3. Bon, enfin terminé. Cette rivalité Ricochet-Jericho. C'était un peu tout ce que je voulais, parce que ça commençait à être assez long. Euh, donc tant mieux que ça s'arrête enfin. Bah, le fait que Jericho gagne le match final entre les deux, je trouve ça un peu dommage. Enfin, je trouve que du coup, ça n'a servi à personne. Ça a servi à faire un Sudden Stampede et ça a un peu tout. Surtout, alors moi, en plus, c'est pas un Sudden Stampede que j'ai particulièrement apprécié. Alors, pour le coup, j'ai l'impression d'être le seul. Donc, ça me va, on va dire. C'est si la pression générale et que c'était bien, tant mieux. C'est pas grave si c'est moi qui suis écrit dans un coin. Ça, on s'en fiche, c'est pas important. Mais ouais, donc pourquoi pas. J'ai trouvé que ça servait à rien au global. Ça m'a pas, ça laissera pas des grands matchs. Et surtout pour la foulée, on sait que c'est terminé parce que c'est Thomas Ciampa qui va venir s'attaquer à Jericho. On va avoir à peu près le même schéma, j'imagine. Thomas Ciampa qui va gagner le premier match. On va avoir un ou deux matchs de milieu et puis Jericho pardon qui gagnera le match final. Puis Jericho enchaînera. Bon, s'il apprend à faire durer les trucs un peu moins longtemps avant que ça devienne barbant, pourquoi pas. Mais ça m'intéresse pas beaucoup. Je vois pas trop à qui ça sert ce genre de choses. Donc ça m'intéresse pas. Andrade, backstage, qui réaffirme sa volonté de titre mondial et qui va s'en prendre verbalement à MJF. Pas grand chose de plus à dire si ce n'est que on tente vraiment de mettre la catchphrase Oh You Know un peu over et ça va plutôt marcher. On va y revenir en deuxième partie du show. Mais on sent que ça, il sait que ça marche, donc il tente de l'incruster et c'est pas complètement bête. Orange Cassidy contre Rouge, contre Lio Rush, contre Brian Cage. L'autre consolation pour Rouge, hein, qui voulait son tour contre Darby Allin cette semaine.
mais qui du coup n'aura pas cette occasion-là vu qu'il a perdu le titre. Bien aimé les interactions entre Lio Rush et Orange Cassidy, un peu dégoûté qui veut pas l'approcher de trop près, c'était un peu drôle. Le match, il n'est pas particulièrement pertinent jusqu'à l'arrivée de la Don Callis Family, représentée par Lance Archer et Rocky Romero, qui veulent s'en prendre à Orange Cassidy, mais surtout le retour de Jack Doyle, qui vient en renfort de la Don Callis Family, et Roderick Strong qui tente d'aller aider son partenaire Orange Cassidy, et donc la bagarre qui va se déplacer un petit peu dans les vestiaires. Je suis content de voir Jack Doyle de retour. Le reste, bon, on poursuit la rivalité conglomération à Don Callis Family. Pourquoi pas, écoute. Donc finale entre Lio Rush et El Toro Blanco, qui finira donc par l'emporter pour cumuler une nouvelle victoire et se positionner encore en tant qu'homme fort de la division solo masculine. Donc on va revenir sur Rouge un petit peu plus tard dans le récap. MJF, backstage, qui arrive avec sa Triple B sur l'épaule, il va croiser Kevin Knight et il va le remercier pour ce qu'il a fait à All In. Knight va lui répondre qu'il n'a pas fait ça pour lui et qu'il veut toujours le titre d'MJF. Dans la foulée, Knight va passer du chasseur au chassé en croisant Fletcher qui a des vues sur la ceinture TNT. On pouvait s'en douter. Et donc voilà, quel Fletcher qui a l'air d'être plus ou moins de retour. Pareil, on va y revenir un petit peu plus tard. Toujours backstage, Alex Windsor et Jimmy Hater qui déclarent qu'elles ont des objectifs individuels. Hater, elle a toujours les yeux sur le titre mondial. Windsor, elle tente de teaser son match contre la wildcard du Owen Hart la semaine prochaine en disant que bon bah, elle a besoin de se préparer, elle a toujours été prête pour ce genre d'opportunité. Je sais pas trop qui ça va être. Forcément, toutes les rumeurs penchent vers Mercedes Moné. Je pense que si Mercedes Moné aurait été dispo, je pense qu'elle aurait été dans le tournoi d'office. Je vais mettre une petite pièce sur Ruby Soho, parce que son absence, ça commence à faire un moment. Alors, c'était pour une maternité, donc j'ai peut-être du mal à me rendre compte de la durée depuis quand elle est absente. Mais je dirais que ça fait peut-être plus d'un an et demi maintenant. Mais c'est peut-être aussi moi qui estime que qui trouve le temps un petit peu long depuis sa dernière apparition. Donc je mets une petite pièce sur Rubiso. C'est ce qui me semblerait le plus logique en termes de timing. Mais ouais, je préfère ne pas me dire que ça sera Mercedes Moné. Ça m'évitera d'être déçu au moment où ce sera quelqu'un d'autre. Donc je préfère faire comme ça. Ce sera plus simple. MJF qui vient fêter sa célébration d'être un nouveau champion du monde pour la 3e fois. Dans la première partie, il va essentiellement faire son auto-promo, il va se moquer de Darby Allin. Il va être interrompu par Mark Briscoe, qui va prendre sa chip pop en faisant des compliments voilà, sur Philadelphie. Il va vouloir se placer en tant que challenger au titre mondial. Et MJF, il va aller pour partir. Bon, pas grand chose à dire. De toute façon, tout a été dit déjà entre Mark Briscoe et MJF. C'est la énième fois qu'ils se rencontrent sur le ring. Les matchs en général sont sympas à suivre, mais ça fait trop de fois. On les a trop vus l'un contre l'autre. C'était il y a même pas si longtemps que ça la dernière fois qu'ils sont affrontés, donc je vais pas vous mentir, je suis vraiment pas intéressé pour le coup. En tout cas, c'est Rouge. Par contre, là, c'est un peu plus intéressant. Qui va interrompre la retraite d'MJF et va directement réclamer son match pour le titre mondial. Et MJF, il va dire bon bah voilà, Maresco là qui est sur le ring. Lui, bon, ça fait plein de fois qu'on s'affronte, etc. C'est pas intéressant. Toi, Rouge, t'as un peu plus la gueule, t'es un peu plus marketable. Donc, j'accepte de t'affronter pour la semaine prochaine. Ça me plaît bien, j'aime bien l'idée. Donc voilà, Rouge contre MJF la semaine prochaine. J'imagine que ça voudra dire quand même que Marvesco affrontera MJF plus tard. J'espère que ce sera pas pour Forbidden Door. D'ailleurs, Forbidden Door, on en reparlera tout à la fin du récap, mais pas l'impression qu'on s'en approche, mais on va en parler à la fin, un peu plus. Claudio Castagnoli contre Brody King dans le cadre du Owen, un match de gros frappeur entre les deux. Le public est complètement engagé hein, pour Brody King. Tout de suite, dès que le match se lance, on entend les gens fuck ice, donc tout de suite les gens sont engagés dès qu'il fait quelque chose, dès qu'il fait les ouf, les gens y répondent par un ouf, ça fonctionne bien. Un bon match de tournoi entre les deux hommes, avec certaines choses assez impressionnantes, dont une manchette projetée de Claudio sur Brody King, où il va le lancer en l'air et donc l'intercepter avec l'européenne uppercut, la manchette à l'européenne. Finalement, Brody va prendre la victoire grâce à une lariat pour aller affronter Swerve Strickland et tenter de venger son partenaire Bandido. Bonne narration en tout cas pour ce premier tour. Ça a fait un affrontement naturel entre Brody et Swerve, surtout sur une revanche où Brody avait déjà perdu contre Swerve. Donc je suis content qu'on ait ce match-là en demi-finale. C'était le match qui était le plus attendu et on se doutait de la finalité du match, mais c'était une belle manière d'y arriver. Donc pourquoi pas, tant mieux. C'était un match sympa. Christian Cage et Adam Copeland qui viennent célébrer leur victoire des titres par équipe. Au ring, Cope qui Cope qui veut faire lui la 5 secondes pause, mais Christian Cage qui est pas chaud, lui en disant que de toute façon plus personne n'utilise d'appareil photo.
Et en fait, Cop, il avait prévu le coup. Il y avait des appareils photo planqués sous le ring, des appareils jetables qu'il avait achetés il y a 20 ans en prévision justement de ce moment, bien précis. Il va les distribuer dans le public. Mais juste avant d'aller prendre la pause, c'est David Finlay et Clark Connors qui vont s'en prendre aux champions par équipe, et tout particulièrement au bras de Christian Cage qui vont coincer dans l'escalier en dehors du ring. J'aime bien que le fait que ce soit les Dogs, je les trouve crédibles pour aller sur les titres par équipe. Donc c'est un match qui peut être sympa à venir. Donc ouais, je suis content de les voir. Je suis content en tout cas, il y a une équipe qui vienne tout de suite pour les titres par équipe. Que ce soit pas une revanche du FTR, c'est bon, on a pris les titres. On peut faire une petite pause. Laissons-leur prendre des vacances un petit peu à ces gars-là. Passons à une autre équipe. En plus, bon, je pense qu'initialement, on voulait peut-être les envoyer vers un titre trio, ou peut-être avoir plus Gabe Kidd, Clark Connors comme l'équipe des Dogs. Au final, avec la blessure de Gabe Kidd, c'est David Finlay, Clark Connors. Ça permet un petit peu d'habiller David Finlay en attendant qu'il y ait des programmes qui se libèrent pour le titre mondial. Et bah écoute, pourquoi pas. C'est un très bon programme d'attente, je trouve, pour tout le monde. Cop et Adam Copeland comme ça sur une équipe, c'est un peu émouvant. Ça fait plaisir de les voir faire un titre run. Ça va durer quelques mois, je pense que ça peut être sympa. Je trouve que c'est des très bons premiers challengers pour les titres par équipe. Ça fonctionne bien pour moi en tout cas. Swerve et Prince Nana qui vont se féliciter de la victoire contre Bandido et qui vont commencer à teaser le futur match contre Brody King. Pas grand chose qui va se dire en particulier dans ce segment-là. TJ qui font leur retour et qui battent Ali Catch et Ava Everett en moins d'une minute. Ce sera voilà, le seul temps consacré aux femmes dans la partie Dynamite du show. Encore un peu tristoun, cette division féminine. Il se passe rien. On tourne un petit peu autour des mêmes choses. Il y avait Divine Dominion qui faisait pas grand chose jusqu'à présent. Il y a une équipe, on se doute quel sera le match pour le prochain pay-per-view. Elles défendront les titres. En tout cas, pour la prochaine fois qu'elles vont défendre les titres, elles défendront contre AJ. Il n'y a aucun suspense. Et de toute façon, il y a personne d'autre. Il y a du monde chez Ring of Honor, donc je trouve ça. J'aurais bien aimé qu'ils, tant qu'à faire, qu'on fasse peut-être un mini tournoi par équipe, peut-être un tournoi 4 équipes ou un Fatal 4-Way, histoire juste de nous mettre un petit peu de suspense, ou de nous dire, ah, il y a peut-être d'autres équipes qui vont pousser plus tard, juste nous donner un petit espoir sur cette division par équipe-là. Au final, même pas, ils s'en fichent complètement, donc pas très intéressant. Mark Davis contre Jack Perry pour le Owen. Pour le dernier face-à-face, j'ai trouvé entre le Dunkzilla et le Scapegoat, n'était pas aussi bien qu'espéré. Celui-là, il a un petit peu plus répondu aux attentes, avec notamment un très joli brainbuster de Davis sur le tablier du ring. Match qui varie un peu plus son rythme que le Brody contre Claudio, avec des jolis spots et notamment un Twisted Pile Driver de Davis depuis le haut du coin. Sur Jack Perry qui va lui permettre de prendre le compte de 3 et d'avancer dans le Owen et donc d'aller affronter Will Ospreay en demi-finale. Match qui fait un petit peu envie, voilà, les anciens d'United Empire qui vont s'affronter à nouveau. Ça va être assez plaisant à voir, surtout que Mark Davis l'avait emporté dans leur dernière confrontation suite à un arrêt du match de l'arbitre quand il avait ses problèmes de nuque un petit peu avant qu'il rejoigne les Riders. Donc c'est sympa. Mark Davis reste sur une victoire sur Will Ospreay. Qu'est-ce qui va se passer? Mark Davis, il est chaud bouillant en ce moment, donc ça va. C'est une bonne demi-finale aussi. C'est pareil, on se doute de la finalité. Hein. On se doute de qui va aller en finale entre Will Ospreay et Mark Davis. Mais ça va être un match assez sympa, je pense, entre les deux hommes. Dans la foulée du match, Don Callis qui va prendre le micro pour féliciter Mark Davis et s'en prendre verbalement à Takeshita et surtout annoncer la vedette de la Don Callis Family, Kyle Fletcher, qui va prendre le micro pour confirmer qu'il est bien cleared médicalement et qu'il est content, voilà, d'avoir coupé les points avec Takeshita, que de toute façon Takeshita ça n'a jamais voulu rien dire pour lui. Il y a un mec dans le public qui crie what au moment où Takeshita dit ça. C'est génial. Mais on sent que c'est pas un what, le what Austin, c'est vraiment le what, comment ça? Comment tu peux dire ça? Il y avait vraiment une trahison. J'ai beaucoup aimé, ça m'a fait beaucoup rire sur le coup. Visiblement, Takeshita a vite trouvé une nouvelle chaussure à son pied, puisqu'il arrive avec la conglomération. Ils vont faire fuir la Dunkey's Family. Et dans la foulée, Takeshita va prendre un micro et il va défier Kyle Fletcher. Il me semble pas qu'ils aient annoncé la date du match. Peut-être que je l'ai raté et vous pourrez me le dire en commentaire à ce moment-là, c'est pas très grave. Mais voilà, en tout cas, on se doute qu'il y aura un match entre les deux prochainement pour le titre international, pardon. Il y a beaucoup trop de titres en nation chez All Elite en ce moment. Désolé de vous interrompre, c'est le dumble du montage. Pour vous rappeler, parce que j'ai oublié de le préciser à l'intérieur du récap, vous pouvez entendre d'ailleurs le ventilo qui tourne parce qu'il fait chaud. Ce dimanche, dans les alentours de 19h, entre 19 et 20h à peu près, on lancera le stream anniversaire des 2 ans
de Squash FM avec Sofiane qui sera présent. On aura une grosse annonce à vous faire en fin de stream pour un futur Squash FM qui arrive avec un invité particulièrement intéressant. Donc on va vous annoncer ce dimanche-là. On va faire quelques petits jeux également, donc il va y avoir peut-être des tiers ce genre de choses. Il y a une FAQ également, donc n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur Twitter, sur Blue Sky ou même sur YouTube. J'ai mis un post, donc allez voir dans les posts de la chaîne directement sur la page, donc la page d'accueil. Vous tapez Squash FM sur la barre YouTube, vous mettez afficher la chaîne et vous allez avoir les posts, etc. Il y a un post où vous pouvez poser vos questions dedans. N'hésitez pas, vous mettez les questions. Moi, j'irai checker sur tous les réseaux pour voir si les questions que vous avez posées et essayer de répondre à tout. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pour Squash FM ici. On est toujours curieux de lire vos retours. Ça peut être des questions, ça peut être des sujets de vidéo. Si vous avez des sujets que vous aimeriez soumettre, n'importe quoi, des suggestions, n'hésitez pas, allez-y. C'est pour le coup, là en plus, c'est un stream interactif. Donc, le but, c'est que vous soyez là. Vous avez, c'est de l'autre côté, bien entendu, la chaîne Twitch sera sur la mienne, DumbleJ, que vous avez là qui apparaît de temps en temps là, au niveau de l'affichage juste ici. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Dans tous les cas, il y a un Linktree en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Vous avez tous les liens, vous allez sur Twitch, vous suivez la chaîne, comme ça vous avez l'alerte qui apparaît quand on lancera le live ce dimanche. Donc voilà, ce dimanche 31 mai, rejoignez-nous à partir de 19h, entre 19 et 20h à peu près. Je sais, le stream devrait commencer en ces heures-là, je sais pas trop quand est-ce qu'il termine. Mais comme ça, on fêtera ensemble les 2 ans de Squash FM. Et comme vous voyez, il y a un petit sub goal également. Si on atteint les 10 abonnés, je ferai un petit marathon Yakuza 5 pour ceux qui aiment le jeu vidéo. Je fais également du jeu vidéo sur Twitch à côté de ça. Donc un petit marathon de 12 heures de Yakuza. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour fêter ça tous ensemble. Surtout si vous êtes uniquement sur YouTube, j'ai moins l'occasion d'échanger avec vous. Donc si pour une fois vous avez envie de nous rejoindre sur Twitch, c'est le moment. Donc allez-y, je vous en prie, rejoignez-nous, ce sera avec plaisir. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Salut. Moxley, Pac et Ospreay contre les Rascals. Petit moment de rôle pour démarrer le match où les Rascals prennent un petit peu trop de temps pour leurs entrées et Mox et Pac décident de les attaquer directement avec un Ospreay un peu clouless au milieu du ring qui se dit bon, pourquoi ils font ça, je sais pas trop. Ospreay qui va subir la hit sur la première moitié du match avec des Rascals qui travaillent les Death Riders à distance pour y empêcher le tag. On sent une petite distance entre Pac et Ospreay avant même le début du match, mais qui va vite être gommée par une envie de gagner pour le bâtard. Et des Riders qui vont finir par prendre la victoire via Ospreay et un Fujiwara armbar et Pac qui lâche même un petit sourire et qui accepte de checker Ospreay post-match. Donc voilà, un Pac qui était peut-être un des derniers remparts de Ospreay pour rejoindre les Death Riders avec Claudio Castagnoli et Pac qui a l'air d'adopter Will Ospreay. Donc j'aime bien qu'il y ait un petit peu cette ambivalence d'Ospreay qui lui dit qu'il rejoint pas les Death Riders. Les Death Riders qui peu à peu, eux, vont l'accepter. Donc va peut-être y avoir une trahison à un moment voilà, d'un des deux côtés. Il y a quelque chose qui se prépare là-dedans et c'est assez intéressant. J'aime bien ce sous-texte-là qui peut en plus prendre son temps. C'est quelque chose que t'es pas obligé de raconter tout le temps. Tu peux prendre des pauses en le racontant et c'est très bien fait. C'est des choses, par exemple, typiquement que la division féminine ne fait pas. C'est savoir ces traitements de division avec du nombre où tu peux te permettre en fait de faire des pauses parce que tu mets d'autres personnes en avant. Et ça, c'est quelque chose qui me manque dans cette division féminine de se permettre de dire voilà, on a regroupé pas mal de monde. Maintenant, ça nous permet de sortir une personne de temps en temps qui fait des 1 contre 1. Voilà, là aujourd'hui, par exemple, Megan Bayne et Lena Cross, elles sont en équipe. On les voit plus trop individuellement. Alors qu'on pourrait raconter des petites choses en individuel pour faire un peu durer des choses artificiellement, mais raconter un peu de sous-texte pour des futures choses à venir. Et c'est des choses qu'on ne fait pas. À un moment, il y avait un petit peu ça euh, quand Marina Shafir et Megan Bayne s'étaient rapprochés, mais c'est quelque chose qui visiblement est complètement passé à la trappe, donc c'est un peu dommage, je trouve. Samoa Joe, un backstage avec le reste de The Ops qui nous avoue que c'était pas la meilleure semaine pour The Ops justement, mais qu'ils vont rebondir. Il y a toujours eu des hauts et des bas chez The Ops, et il annonce qu'il va devoir se retirer pour quelques mois et qu'il va faire confiance à Hook comme la dernière fois pour prendre le lead de The Ops. Il y a l'air d'avoir un petit regard de défiance entre Tony Bowens et Shibata qui ont pas l'air d'avoir complètement confiance en Hook. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'ils ont voulu dire. Samoa Joe qui doit à nouveau s'absenter. C'est dommage parce qu'il sortait d'un très bon match contre Ospreay. J'ai pas l'impression que ce soit pour une blessure. De toute façon, je pense que là, il est parti un petit peu pour faire du part-time et il a un planning un peu allégé pour chez All Elite aujourd'hui. Si ça le permet de le faire durer quelques années supplémentaires, eh bien écoutez, tant mieux. Je préfère avoir un Samoa Joe qui apparaît ponctuellement
l'espace de quelques semaines pour reprendre quelques pauses, et cetera, plutôt que d'avoir un concentré de Samoa Joe pendant 3 mois et derrière qu'il puisse plus jamais rien faire. Si ça nous permet de garder un Samoa Joe sur le ring pendant quelques années, moi, je peux accepter cette concession-là. Et bon courage là pour ses projets futurs en fonction de ce qu'il va faire sur ses prochains mois. Divine Dominion, on s'en doutait, on en a parlé tout à l'heure, qui s'en sont pris à la seule concurrence de la division TJ. Bon, voilà, il y avait une équipe qui s'est positionnée, s'en prennent à elle, on se doute que c'est pour un match. Bon, bah voilà, ça, on va vite boucler ça et on va retourner dans le néant qui y avait précédemment. C'est un peu tout ce qu'il y a à dire. Andrade contre Ace Austin, match qui se déroule un petit peu sur un faux rythme, sur une longue première partie. Austin qui peine un peu à briller malgré d'excellents adversaires sur la dernière semaine, je trouve. Andrade qui va logiquement prendre la victoire avec son DM. J'ai pas trouvé grand chose d'intéressant à dire sur ce match-là. C'est Andrade qui déroule un peu et Austin qui, je trouve, peine à avoir un plafond qui monte en fait. C'est un catcheur qui a un plancher qui est plutôt haut par rapport à la moyenne des catcheurs de milieu de carte. Mais du coup, ce qui le rend un peu impressionnant quand il fait des matchs un peu de vraiment de milieu bas de carte. Mais par contre, je trouve vraiment que l'étape n'est pas du tout franchie pour aller en haut. Réussir à faire des matchs vraiment pas très intéressants contre Andrade, c'est quand même dommage, quoi. C'est quand même très très dommage. On va passer au main event de la soirée entre Hikaru Shida et Chris Statlander dans un Lights Out Street Fight match, donc un match non sanctionné, peu importe ce qui se passe à l'intérieur de ce match-là. Et EW ne prendra aucune sanction contre les deux. Bon, au vu du match, il n'y avait pas besoin. Il n'y a aucune sanction n'avait besoin d'être prise dans ce match. Si ce n'est sans disqualification en soi. Match attendu depuis un moment entre les deux. Et une rencontre assez intense très vite. Petit spot sympa au moment où Hikaru Shida va rouler à vélo sur la main de Chris Statlander. Le format TV avec la pub qui casse l'action assez vite dans le match, qui n'a pas aidé le début de match. Mais dans son dernier tiers, l'action devient bien plus intéressante et le match décolle vraiment, il devient beaucoup plus intéressant à suivre. Statlander qui va voir utiliser des tubes de néon, mais Shida qui va la supplier de ne pas le faire au nom de leur amitié. Chris Statlander va céder, mais elle va subir un étranglement des yeux de Shida, qui va lui écraser les néons sur le dos, suivi d'un Falcon Arrow uniquement pour un compte de 2. Après, on va voir Statlander qui saigne assez abondamment du dos. C'est toujours sympa, les petits spots de néon comme ça à la télé. C'est des trucs qu'on voit pas souvent et qu'on peut voir sur l'élite, et ça, c'est quand même assez cool. Et Statlander qui va réussir à prendre l'ascendant. Il va placer son Night Fever sur une table en contrebas avant de replacer Shida sur le ring. Harley Cameron qui va courir vers le ring, qui vient lui-même lui fournir le kendo stick d'Hikaru Shida pour un coup dans le dos suivi du Night Fever et du compte de 3, donc le même coup dans le dos que Hikaru Shida a mis à Statlander lors du 4-way à Double or Nothing. Et ensuite, nouveau Night Fever, compte de 3. Statlander remporte ce main event et le show coupe là-dessus. Alors, je comprends le côté de ramener Harley Cameron ici parce qu'il y avait ce côté, comment dire, le côté où Harley Cameron prévenait régulièrement Statlander de ne pas faire confiance à Hikaru Shida, etc. Je trouve ça quand même un peu dommage. Enfin, en soi, je trouve que ça n'apporte pas grand chose. Au début, je pensais peut-être à une trahison, je pensais peut-être qu'il allait y avoir quelque chose. Là, le fait qu'on a l'air de clôturer quand même assez définitivement le chapitre avec une Statlander forte, c'est cool pour Stat. J'imagine qu'on va se rediriger pour elle tranquillement mais sûrement vers le titre mondial. Ou peut-être vers un match un peu intéressant à Forbidden Door, je sais pas trop. D'ailleurs, Forbidden Door, parlons-en, parce que justement, le show n'en a pas parlé. Si ce n'est les panneaux Forbidden Door à gauche à droite, on n'aurait pas pu se douter que Forbidden Door était dans seulement un mois. Donc on a déjà balancé une cartouche là de Forbidden Door où on n'en parle pas. Pourtant, ce Forbidden Door cette année est dans un bien meilleur timing que l'année dernière. L'année dernière, on était un petit peu pendant le G1, donc les grosses têtes qui n'étaient pas présentes. Là, on est un petit peu avant. Donc normalement, il y a moyen quand même de ramener du monde avec Forbidden Door, surtout qu'en plus, ils ont annoncé qu'il y aurait CML, qu'il y aurait Stardom. Donc il n'y a pas que New Jap à l'intérieur de Forbidden Door. Il y a moyen de ramener du monde des deux autres compagnies, surtout CMLL où c'est plus proche géographiquement. Et même des mecs en double contrat auraient pu suffire. Par exemple, à Mystico, typiquement, hein, Mystico et Cicero, même eux, on ne les a pas vus dans ce show-là. Donc, j'ai l'impression qu'on repart un peu sur un build que l'année dernière, où au final Forbidden Door est un peu ce show hors série au milieu de tout. On s'en sert pas pour écrire des choses un peu intéressantes. Surtout que là,
Forbidden Door, normalement, c'est quand même censé être un peu une excuse facile pour écrire des histoires un peu toutes bêtes, où ça te permet de temporiser un petit peu tes histoires à toi, de prendre le temps de peut-être construire des trucs et de faire des choses qui t'intéressent moins en temps normal. Normalement, cette route-là pour Forbidden Door, c'est ce qui doit aussi un peu te servir pour typiquement construire ta division féminine parce que bah, t'as un pay-per-view qui arrive, qui est un pay-per-view où t'es même pas obligé de défendre ton titre mondial si t'en as pas envie. Ou en tout cas, t'es même pas obligé de construire quelque chose de super intéressant. Tu fais apparaître, par exemple, bon, je sais pas, Yota Tsuji de New Jap pour aller défier MJF. Bon, bah, tu peux balancer le match comme ça. T'as pas besoin que les types fassent des grandes promos toutes les 2 semaines pour teaser le match. T'as juste besoin de mettre le poster et ça suffit amplement. Pour le coup, à Forbidden Door, personne ne va se plaindre de ça. Parce que c'est le but de ce pay-per-view là. Euh, donc, pourquoi ne pas partir sur le truc? T'as typiquement une Tekla en plus qui a du bif avec Stardom, avec Taro Okada. Taro Okada, si vous ne connaissez pas, c'est le booker en chef du côté Stardom. Donc, il y a du bif entre les deux, Inkefab et peut-être un peu en dehors aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à aller chercher là-dessus. Pourquoi ne pas en profiter pour booker un petit peu plus de choses que tu as moins pris le temps de booker parce que tu te sentais un peu pressé par tes prochaines échéances? Là, tu as le temps de faire. Alors certes, t'as le Owen, mais entre les... D'ailleurs, pas de match Owen féminin sur ce match-là. Alors certes, t'as 2 matchs que tu temporises parce que t'as des petits bobos, visiblement, pour certaines compétitrices, comme Sari, qui visiblement sera dispo que vers la fin juin. Donc tu temporises un détour de féminin jusqu'à la fin juin. Bon, c'est pareil, c'est un peu dommage, mais moi je suis content de voir Sari, donc je suis content qu'il l'attende. On va avoir un match quand même la semaine prochaine, c'est déjà ça de prix. Mais je trouve que c'est un peu dommage. On pourrait essayer de construire quelque chose. On aurait pu essayer, je sais pas, tout bêtement, de construire Tai de mettre Tai Conti et Anna Jay contre, bah, typiquement, je sais pas, Sky Blue et Julia Hart. Au moins, tu fais un petit match de challengeuse numéro 1. Ça te construit un petit quelque chose et ça donne l'impression d'une division qui est pas juste, tiens, ces tours de machin, on les bat, tiens, ces tours de machin, on les bat, tiens, ces tours de machin, on les bat, tiens, ces tours de machin, on a perdu. Il y a pas cette sensation de gens qui ont envie d'aller chercher les titres, en tout cas sur la division féminine. Et même sur certains titres, les titres trio, ça fait un moment qu'on n'en a pas entendu parler particulièrement. Euh, le titre national, bon, là, il y a une petite pause, Mark Davis défendait, mais c'est pas un titre derrière les gens se. Il n'y a pas foule derrière ce titre-là. Donc, il y a tous ces petits trucs-là qui sont un peu dommages, je trouve. Donc j'espère qu'il y aura mieux dans les prochaines semaines. Forbidden Door, c'est un bon moment pour essayer d'improviser des trucs, pour essayer de tester des choses. C'est un bon créneau pour le faire, donc j'espère qu'on verra un peu mieux ce prochain. En tout cas, ça reste un Dynamite très correct. Dans l'ensemble, pour un show de 3 heures, c'était mieux, j'ai trouvé, que la semaine dernière, qui était un go-home show aussi. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a peut-être un match que vous iriez voir là, pour Forbidden Door. S'il y a des trucs, des matchs en particulier que vous irez voir, peut-être qu'on en débattra un petit peu en fin de récap la semaine prochaine. Si vous donnez des exemples de matchs, je donnerai mon avis sur vos matchs que vous avez envie de voir. Ça peut être rigolo à faire. Donc merci à vous d'avoir suivi ce récap. C'était Dumble J pour Squash FM. On se dit à très vite. À bientôt. Salut.